Nous arrivâmes du côté d'une grande montagne qui semblait vouloir s'élever jusqu'au ciel. De divers côtés coulaient des sources d'eau vive, surtout de celui par lequel nous étions venus. À la distance de 3 lieues, ces sources ressemblaient à un jet d'eau qui se précipitait de si haut qu'il semblait tomber du ciel. En 1493, lors de son 2e voyage vers les Indes, Christophe Colomb est accueilli par des créatures entièrement peintes en rouge, du roux cou pilé et de sexe uniquement féminin. Les hommes, farouches guerriers, ont fui les Carbets et se préparent à repousser l'envahisseur. Karukéra, l'île aux belles eaux, est rebaptisée Guadeloupe et les affrontements sont fréquents avec les Caraïbes, originaires du bassin amazonien. Peuple conquérant, ils avaient chassé et décimé les Arawaks, qui eux maîtrisaient parfaitement l'art de la poterie et du dessin. Le parc des Roches Gravées, à Trois-Rivières, témoigne de leur talent. Venus du bassin de l'Orénoque, entre 300 et 700 après Jésus-Christ, ils vivaient paisiblement de pêche et d'agriculture, principalement du manioc. Importée par les colonisateurs, la canne à sucre et la banane restent les principales cultures de l'île. Originaire d'Asie, la banane se décline en centaines de variétés, aux formes et aux couleurs multiples. Alors chez nous, on a une trentaine de variétés différentes. La variété qu'on cultive, c'est la famille des Cavendish, c'est la variété Grande Naine. Et au bout de 6 mois, je vais dire, le bananier jette. Donc vous avez une espèce de gros massif qui s'appelle l'inflorescence mâle, le bourgeon. Ça sort comme ça. Et puis, allez hop, au bout de 48 heures, ça redescend. Et là, quand ça redescend, chaque jour qui passe, vous avez une pétale qui se soulève. Vous voyez, c'est un gros truc violacé. Ça se soulève et ça laisse apparaître des mains de banane. Et les pétales, au fur et à mesure, tombent. Au bout d'une dizaine de jours, vous avez toute la grappe qui est sortie. Alors ça peut faire 1 mètre, 1,50 m de long. Et les bananes, je vais dire, elles sont comme ça, pas en main. Et puis elles se redressent comme ça. Comme ça. Et elles prennent leur forme définitive à l'envers comme ça. Vous savez, les régimes sont toujours retournés comme ça. Et là, ça a demandé combien de temps entre la fleur et la récolte? En principe, si on le laisse comme ça, au bout de 3 mois. 3 mois en période chaude, 4 mois en période fraîche. Nous, on travaille le régime. C'est-à-dire, on met une polygène, déjà pour protéger le fruit, et puis ça a un effet de serre. Donc, grâce à ce travail sur le régime, on améliore, les fruits, ils sont beaucoup plus beaux. Et puis, on progresse de 15 jours, enfin, c'est beaucoup plus harmonieux. En Inde, ils considèrent le bananier comme la plante du paradis. Ouais. Et quand les gens se marient là-bas, ils plantent toujours 2 bananiers devant chez eux. Pour les touristes, la Guadeloupe, c'est le soleil, le ciel toujours bleu et la mer uniformément turquoise. Pourtant, lorsque les éléments se déchaînent, rien ne résiste. Nous sommes ici dans une cuvette. Donc le cyclone est rentré et il a tourné à l'intérieur de la cuvette. Donc il nous a fait des dégâts extraordinaires. L'exploitation florale a été complètement ratiboisée. Les arbres sont tombés. Et à la suite de ça, toutes les ombrières ou toutes les structures métalliques se sont affaissées et ont écrasé les plants en dessous. Il y a eu un deuxième problème avec le cyclone Hugo, c'est qu'en fait, c'était un cyclone sec. Donc il n'y a pas eu suffisamment d'eau et le sel qui est rentré dans les plantes a tué énormément d'arbres. Et 2-3 ans après, nous avons continué à avoir des arbres qui mouraient des suites de ce sel, ce trop plein de sel, non lavé par les pluies diluviennes qui sont souvent liées au cyclone. Vous avez au-dessus de notre tête un arbre qui s'appelle le poidoux, qui est un arbre qui est endémique de Guadeloupe, qui produit des petits pois.
et qui est le régal de tout ce qui est colibri et petits oiseaux de Guadeloupe. Alors disons qu'au niveau floral, c'est une collection d'amateurs, tous les amateurs sont collectionneurs. Donc on collectionne des plantes par plaisir. L'apport des différentes communautés européennes et africaines et ensuite indiennes se résume plus à travers les plantes dites de jardin créole, les plantes qu'on consomme pour se soigner, les plantes médicinales, qu'on consomme comme épices ou simplement dans les bains. Parce qu'en Guadeloupe, avec l'apport de la culture africaine et du vaudou, il y a eu beaucoup de bains qui ont été mis en place avec du feuillage, ou des infusions qu'on boit pour se laver intérieurement. Donc ça fait partie de la culture africaine. Alors ici, nous avons le jardin magique. À l'entrée du jardin magique se trouvent les plantes magiques, c'est-à-dire la noix-chemise qui était plantée juste à l'entrée des maisons, qui servait à protéger la maison des mauvais esprits. Nous avons également le dragon rouge, utilisé pour les mêmes raisons, la couronne d'épines et le médecinier béni. Ici, nous avons le chien-dent. Le chien-dent, nos parents utilisaient ça juste avant la rentrée des classes. C'était en tisane. Et après, on prenait ça pendant une semaine et on faisait une bonne rentrée. Il n'y avait pas de problème sur ce côté-là. Nous avons également les plantes pour les problèmes intimes. L'armoise pour les règles douloureuses. La consoude également pour les règles douloureuses. Et le réo, c'est pour les hommes qui ont des petits problèmes intimes. Ici, nous avons les plantes à bain. Le soumaké, qui était très utilisé en Guadeloupe pour baigner les bébés, pour le bain. Le vétiver également. La verveine queue de gras, qui est utilisée en bain, parce qu'on fait beaucoup de bains avec les plantes médicinales. Alors le TPI est utilisé pour le nettoyage du foie. C'est accompagné avec les feuilles de petit basilic, des feuilles de graines en bas-feuilles. Et on fait un mélange de toutes ces feuilles et qu'on boit pour le nettoyage du foie. Après une nuit bien arrosée, après les fêtes, on utilise ça en général. J'ai appris ça par ma grand-mère. Comme je fus élevée par ma grand-mère qui utilisait beaucoup de plantes médicinales. Derrière sa maison, elle avait juste un petit jardin de plantes. Elle m'envoyait chercher des feuilles et tous les soirs, elle nous faisait un petit thé. Et elle a appris de sa grand-mère également, ce qui vient de génération en génération. On a appris les plantes médicinales, à les utiliser. Et jusqu'à nos jours, j'utilise toujours les plantes médicinales. Cette propriété était plantée en café, cacao. Et comme vous le voyez là maintenant, il y a eu un moment qu'on a même tout détruit pour planter de la banane. Et maintenant, je reprends le café. Voilà. Il n'y avait que l'arabica ici. Maintenant, j'ai amené le Libéria et le Mocha. J'ai planté, c'est surtout pour montrer aux jeunes, parce que j'ai quand même assez souvent la visite des jeunes, la visite des écoles qui viennent de temps en temps me visiter.
Alors pour leur montrer 3 variétés. Mais ce que je plante en grande quantité maintenant, c'est l'arabica. C'est le meilleur café, Voilà. soi-disant. Et donc je fais un petit peu de commercialisation locale pour les gens du pays. La calebasse, c'est une plante assez extraordinaire. C'est une plante qu'utilisaient beaucoup les Amérindiens. Ils s'en servaient d'abord comme habit, puisqu'il existe plusieurs variétés de calebasse, dont certaines plus petites, ils s'en servaient d'habit pour se protéger, pour marcher dans la forêt tropicale. En coupant en deux, on appelle ça couilles. C'est-à-dire vous aurez 2 couilles. Ils s'en servent toujours pour faire des médicaments, notamment en cas d'entorse. On appose la pulpe retirée du fruit pour calmer les entorses. Ces 2 couilles maintenant, c'est avec ça qu'on faisait à manger. C'est-à-dire en mettant ce qu'on avait à cuire, en ajoutant de l'eau. Dès que l'eau reste dans le couille, eh bien ça bout et ça peut cuire. Et c'est comme ça que les parents, et même moi, le faisaient aussi en forêt, quand on allait travailler en forêt. Mais aujourd'hui, la calebasse, elle est travaillée par les artisans locaux pour faire des sacs à main principalement. On peut tout faire avec. C'est notre patrimoine. Ça. Alors ici, ça, c'est l'abricot pays. C'est pas comme l'abricot de métropole. Avec ça, on fait, si vous voulez manger une bonne tarte, par exemple, c'est avec ce fruit-là. Je retourne encore sur la calebasse, comme je vous l'avais dit. Alors, c'est la calebasse, c'est un couille avec de la terre, hein, où je mets la branche de ce poivre, quoi, le poivrier. Et quand j'observe que ça fait des racines, une forme de margotage, si vous voulez, et je coupe ici. Et alors, j'ai le plan à replanter. Ça, c'est un gigoflier. Alors, quand c'est la récolte, on fait que prendre les grappes. On passe au soleil, on fait sécher, ça devient noir. Et on peut le moudre si on veut, enfin, ça dépend le goût de chacun. Vous voyez un bouton, c'est ce bouton qui donne la fleur. Hein? Voilà le fruit qui n'est plus beau, ça a fleuri, la fleur est tombée. Et généralement, pour récolter, c'est comme ça qu'il faut récolter. On a des cacao encore, voilà. Le cacao est la plante par excellence des Amérindiens. Quand les colons espagnols sont arrivés ici dans les années 1495, ils ont trouvé les Amérindiens en train de consommer, se sont fait offrir d'ailleurs des boissons à base de cacao. C'est la cabosse de cacao. Et quand c'est mûr, c'est jaune. C'est bon. Et on récolte. Alors, il faut casser cette cabosse pour avoir les graines. Extraire la graine avec la pulpe de la cabosse, faire une fermentation, la graine va apparaître à nu. À ce moment-là, il va falloir que l'on la fasse réchauffer. Quand elle va être réchauffée, elle va être déshydratée et on pourra la faire griller à ce moment-là. Une fois grillée, on va la pilonner, l'écraser, et on aura ce qu'on appelle la pâte de cacao, à l'intérieur de laquelle on va trouver un fort pourcentage de beurre de cacao. Si on veut faire comme les Amérindiens, cette pâte de cacao, on va la délayer avec de l'eau tiède, que l'on va faire chauffer par la suite, et le jus va s'épaissir. Et à ce moment-là, on ajoutera du piment et de la vanille pour avoir cette boisson tonique et très forte, qui n'est pas du tout sucrée, pour aller dans la forêt tropicale, à la chasse ou à la cueillette, pour avoir une énergie très particulière que l'on retrouve d'ailleurs dans le chocolat.
Tous les week-ends, Jean-Claude Rancé fait partager sa passion. Il ouvre son jardin à quelques rares privilégiés pour une visite insolite et passionnante. Jardin que certains ont traité de jardin magique, d'autres de jardin mystérieux. À vous de trouver un autre dénominatif à la fin de la visite. Sachez que je vais vous conduire à travers un petit voyage de rêve. Visite qui va se faire en 2 étapes, partie parc, partie musée. Le parc est composé de 2000 variétés d'orchidées. La saison ne fait que débuter. Il n'y a pas que des orchidées à voir au sein de ce parc. Au cours de notre pérégrination, nous irons de découverte en découverte, puisque le parc se veut pour mission de montrer tant aux autochtones qu'aux étrangers tout ce qui a trait à la faune, la flore, la culture. C'est un voyage de culture que je vous y convie. Gardez pour mémoire, nous avons 2 saisons, l'hivernage et le carême. L'hivernage, c'est une période pluviale. Le carême, c'est une période de sécheresse. En principe, on devrait être en carême depuis le 1er janvier. C'est quoi le carême? Pas une goutte de pluie, pas un nuage dans le ciel. Tout est bleu. Pendant 3 ou 4 mois. Vous allez vous demander pourquoi cette saison, elle agit comme l'hiver chez vous, sous la nature. Ça permet à cette nature de s'endormir et d'exploser à partir du mois d'avril, mai. Voilà le moment qu'il faut être en Guadeloupe. Gardez pour mémoire, ici aux Antilles, nous tournons autour de 87 variétés d'orchidées. L'une de nos orchidées la plus courue par les collectionneurs, je vais vous balancer un nom un peu barbare, c'est la Brassavola cuculata. Particularité de cette orchidée, une très belle fleur blanche, mais elle n'émane son parfum qu'à une heure précise, 19h30. Vous allez vous poser la question pourquoi, pour quelle raison? C'est une plante entièrement sexuelle. Tout est fait pour attirer l'insecte et faire l'amour avec. Cette variété sait qu'il y a un petit insecte qui sort à 7 heures. C'est pour l'attirer et faire l'amour avec. À travers le vaste monde qui nous entoure, il existe entre 23 à 30 000 variétés d'orchidées. Il n'y a qu'une seule orchidée que l'être humain mange. Vous voyez laquelle? Oh, c'est pas moi la question de Julien Lepers, vous aurez perdu là. Ben, c'est la vanille quand même. Et oui, je vous ai dit, c'est de la culture en faisant cette visite. J'espère que vous avez votre passeport, on peut se lancer. Gardez quand même pour mémoire, il n'y a pas que des orchidées qui intéressent les collectionneurs. Nous avons une autre variété de plantes que nous appelons les broméliacées. Les broméliacées, plus vulgairement appelées ananas, c'est cela. Nous tournons autour de 87 variétés ici. Vous allez voir ça colonisant tous les troncs des arbres dans la forêt. Au départ du printemps, c'est une explosion qui va se faire en sous-bois. Tenez, si vous portez votre regard là, vous allez voir la fameuse orchidée araignée sous votre tête, là. C'est elle. La seule orchidée au monde qui possède un pénis. Toutes les orchidées ont 6 éléments. 2 sépales, 3 pétales, une pièce maîtresse, le labelle, qui sert de piste d'atterrissage à l'insecte. Ce dernier se pose, rentre vers une poche nectarifère pour aller puiser du nectar. Il va buter sous le vagin en sortant. Voilà, et moi je vais jeter l'hymen. Voilà. Hop, l'hymen vient de tomber. Toute cette beauté est faite pour attirer l'insecte et obtenir la perpétuité de l'espèce. Mais où ça va plus loin? Où, depuis la nuit des temps, cet insecte vit en symbiose avec cette fleur. Par un mouvement, il arrive à prendre ce pénis et à le placer directement dans le vagin, de manière à maintenir la masse pollinite, ce que vous voyez bien placé maintenant. Et être sûr qu'elle sera fécondée. Supprimer cet insecte, c'est la disparition de cette orchidée. Si la passion est aussi au rendez-vous sur les hauteurs de Déhay, le souvenir d'un grand artiste hante à jamais les lieux. Un certain Michel Colucci aimait méditer au pied d'un immense banyan, l'arbre de Bouddha.
Cette propriété appartenait depuis une cinquantaine d'années à Guy Blandin, qui était un petit horticulteur local qui était très amoureux des plantes, qui avait une petite production ici en Guadeloupe locale et qui voyageait souvent, et au fur et à mesure de ses voyages dans tous les pays, il ramenait des graines. Et c'est pour ça que dans ce parc, il y a quelques végétaux assez spectaculaires qu'il avait amenés, qui ont grandi depuis une cinquantaine d'années, style le fameux palmier Talipo, le grand bagnan, etc. En décembre 1979, Michel Coluche est arrivé sur la région de Dayens, s'est tombé amoureux de cette propriété et l'a acheté à M. Blandin. En 85, le 19 juin 85, Michel Coluche, qui était un ami, on pêchait ensemble parce que j'avais une petite production de pépinière ici, moi, pour mon entreprise parisienne. Et un jour, Michel m'a appelé en me demandant de rester et d'entretenir sa propriété. Malheureusement, un an pour jour, le 19 juin 86, il est décédé. Et je suis donc resté dans cette propriété, j'ai agrandi la pépinière et en 91, j'ai acheté la propriété définitivement à la succession. Et donc, vu l'état de cette propriété qui était magnifique, sa situation, j'ai décidé de me faire, si je puis dire, un grand plaisir et de créer un parc botanique. On l'a réalisé en 11 mois de travail, 40 employés non-stop et on a ouvert il y a maintenant bientôt 3 ans. Le terrain, c'était pouvoir faire un jardin en dessinant le parcours par rapport à la morphologie du terrain et de créer un parc qui soit accessible à tout le monde, notamment aux handicapés, etc. Et quant aux plantes, c'est toutes les plantes tropicales qu'on a réunies ici. Il en manque encore, et plus ça va aller, plus on va rajouter d'autres. Ça poussait relativement vite, mais on avait préparé depuis 2-3 ans des plantes dans notre pépinière, prêtes à planter pour l'ouverture. Les soucis majeurs, c'est les traitements. On est obligé de traiter les plantes en préventif. Et par exemple, des plantes comme les hibiscus qui prennent la maladie très, très facilement. Actuellement, on a une recrudescence de maladies sur les ficus. Donc il faut avoir l'œil toutes les semaines, préventif, curatif. C'est ça le plus gros travail. Et puis surtout, tailler énormément. Ça pousse tellement vite. On est obligé de tailler tous les 3-4 mois, tailler les plantes. En tout, il y a 37 personnes dans le parc et 12 jardiniers. Ici, je m'occupe essentiellement de la direction de l'exploitation et je fais office aussi de technicien et de botaniste. En quantifiant vaguement, il y a entre 1300 et 1500 espèces sur une superficie de 5 hectares. C'est un jardin qui est organisé de façon thématique mais pas puriste, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé avec une fonction thématique. On peut rassembler la partie fleurie hibiscus, orchidée, une partie carnivore et après une collection de palmiers qui est concentrée dans différents points au niveau du jardin. Au niveau du climat, on est un petit peu entre la basse terre et la grande terre. Donc on a au niveau de la pluviométrie des précipitations qui se trouvent entre 1500 et 1800 mm par an. Alors, on est un climat qui est plutôt tropical humide. La difficulté de ce terrain, c'est que c'est un terrain très argileux, donc on a des problèmes d'acidité de sol et de compactage de sol, donc c'est un travail continuel sur la podologie. Au niveau de la parasitologie, en fait, on a des problèmes avec le thrips qui est complètement cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des invasions par période et la chenille de l'alamanda qui peut éventuellement dévaster des alamandas de 3 mètres en une seule nuit. C'est une chenille qui fait à peu près 12 cm de long et qui a à peu près le diamètre d'un pouce. Impressionnante cette chenille, mais inoffensive comme tous les insectes et reptiles de la Guadeloupe. Sans crainte, vous partirez à la découverte des merveilleux paysages de Basse-Terre, de son histoire, en visitant les habitations et les maisons de maîtres, enchâssées dans de somptueux jardins. Vos yeux ne seront qu'attirés par les fleurs, immenses taches de couleurs, dans une nature luxuriante aux verts multiples. Ultime bonheur, votre palais appréciera les saveurs et les parfums de la cuisine antillaise.